Là, vous êtes déjà... D'accord. Et voilà, la vidéo. Normalement, vous pouvez voir, voilà. Oui. Allô? Oui. Je suis au troisième, là. Je finis de gérer quelque chose et j'arrive. Dis-moi comment tu... lundi, tu leur as dit au maximum lundi. Comment, quand tu as une personne qui est dans l'attente, elle rentre toute seule ou c'est à toi de lui dire de rentrer? Ça dépend si vous êtes organisateur ou pas. Parce que maintenant, je suis au top. Hein. Comment? J'ai pas entendu. Ah oui, mais normalement, d'accord. Ah oui, moi, d'accord, ouais, ok. Ok, Oh punaise. parfait. Super. Super, merci. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, j'avais pas... Vous avez le signe Oui. Ah, moi, madame. Voilà. Là, il n'y a pas D'accord. Voilà, donc là, il y a en ligne. Il y a le son. Hein. Et il y a le son. Il y a le son et la caméra, parce que vous avez sur la caméra, donc on va traiter la mettre. Normalement, c'est plus par le bas, parce que c'est sur l'ordinateur. Voilà. Et là, ça filme. Voilà. Oui, bonjour, vous nous entendez? Oui, oui. D'accord. Ah, si. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est la grande aventure pour tout le monde, oui, oui, oui. Et puis finalement, le problème, c'est qu'on a été pris par le temps, puisqu'au départ, le 15 février, la préfecture autorisait que le forum se tienne, avec un nombre restreint d'élèves, des conditions psychiatriques, donc tout était organisé comme ça. Et puis le 15 février, ils nous ont sorti un décret du mois d'octobre, évidemment, qui disait qu'ils auraient fini. Voilà. Or, le 15 février, les établissements scolaires étaient en vacances. Donc, il a fallu attendre le 22 août. Voilà. Alors, entre-temps, on avait préparé, déjà prévu quelques webinaires, donc là, il a fallu accélérer le moment. Et puis ensuite, voir avec eux l'organisation. Donc, au départ, on aura proposé 4 minutes sur la journée. Et puis là, ces 2 derniers jours, ils ont décidé de tous se caler sur le premier créneau. Ce qui fait que c'est plus simple Alors par contre, ils sont tous enregistrés. Et donc à partir de là, ils seront redisponibles sur YouTube bien oui, 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 oui. Ben, de toute façon, c'était ça où on ne faisait rien. Donc là, c'est vrai que pour les élèves, quand même, avoir une conférence en face. Et puis, je pense que les profs ont quand même eu le temps d'organiser.
Donc, je pense qu'ils ont dû récolter les questions de tous les élèves, ce qui fait que les élèves, quand ils revisionneront la semaine prochaine les vidéos enregistrées, ils auront, à travers votre présentation et les questions qui vous sont posées, ils auront rapidement des réponses aux questions que même vous aurez posées. Donc, c'est M. Quoi donc le format? C'est M. Duterre, moi je suis secrétaire de l'association. Voilà. On avait beaucoup discuté avec l'année dernière, on a été mal il a une quatrième. On le reconnaît comme ça. mais c'est moi. Ouais. J'en suis beaucoup avec la maths. Oui, pour reconnaître les gens. Ouais. J'avais beaucoup apprécié les gens qui avaient fait l'année dernière. Lui, il est là depuis l'origine, depuis la création en 90. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu tout un tas d'imbroglio interne sur l'association. Et donc, en 2012, on lui a demandé de devenir président. Et c'est vrai que... Oui. C'est le plus revenu à ce moment. Ouais. C'est un bon moyen d'apprendre des informations sur un métier, sur une école. C'est vraiment une bonne solution. Et puis l'idée du forum, c'est vrai que bon, l'orientation, c'est difficile parce qu'on ne sait jamais ce que les élèves attendent. Moi, je pense que l'élève en troisième, formellement, il n'attend pas grand-chose. Il a du mal. Non, mais c'est bien pas de problème. Non, je pense qu'un élève en troisième a besoin de se projeter. Enfin, peut avoir besoin de se projeter. Ouais, mais pour lui, la projection, c'est quand même quelque chose d'aléatoire. Ça ne va pas bien, pas très très loin dans le temps. Mais le fait d'avoir un forum physique et que l'élève se promène, voit, on remarque que du soir, 3 mois, 6 mois, 2 ans après, on me dit, ben, tiens, lors du forum, tu avais vu ça, et donc il redéroule les choses. Donc on a un gain qui n'est pas mesurable immédiatement, parce que des fois, on dit, ouais. Ouais, tout à fait. C'est un petit peu ce qu'on a voulu faire, mettre en parallèle et les métiers et les formations. Et on est un des seuls forums à faire ça, parce que bon, Oui, bonjour. Vous nous entendez? Allô, allô? quelqu'un. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Allô? Oui, Bonjour. bonjour. Enchantée, expert comptable. Où est-ce qu'on met le son un peu plus fort? Peut-être qu'on a fait ici, en bas. Ah, ouais. Ah oui, voilà. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Voilà, c'est mieux. D'accord. Enchantée, Céline Murat, je suis expert comptable. D'accord, bah, le notaire, Guillermo Ludovic, et il y a... Bonjour. Bon, bah, je ne sais pas si on attaque. Ça se passe comment en fait? Parce que les étudiants, enfin les lycéens sont avec vous? Non, non, non. D'accord. Vous êtes vous ensemble, mais l'école n'est pas. Parce que je vois qu'il y a d'autres personnes connectées. Bah oui, Oui, ce sont les collèges. les Ah, collèges. ce sont les collèges. Donc, Cécile Murat, Larissa, Manon Robert. Bon, bah voilà. Et vous les voyez? Bah non.
Moi non plus. Hop là. Alors, c'est marrant parce que moi, si on peut mettre des petits messages pour dire ah, oui, ça. Des fois, on peut écrire un peu le mot ah là-haut. Voilà. Ah, voilà. Donc, Ah, je vous entends plus. oui, on est là. Ah, ça y est, si c'est bon, d'accord. Bon, est-ce qu'on attaque? Il est 8h33. Oui. Bah, ça fait 65. Ah, d'accord. Ah, nous n'avons pas de webcam, Marc. D'accord. Mais vous entendez déjà? Bah, apparemment, j'ai mis un message au texte, là, en fait. Vous pouvez y aller. Hein. Oui, tout le monde entend. Bon, bah super. Donc, je commence. Donc, moi, je suis Ludovic Vuillermet. Je suis notaire à Aix-les-Bains. Et donc, je vais vous parler un petit peu des métiers du droit dans le notariat. Donc, le notariat, bon, bah, est un métier, on pense souvent au notaire, hein, mais c'est vrai qu'autour du notaire, il y a beaucoup de métiers. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a tous les, si on peut dire, tous les niveaux d'études, hein. Donc, c'est un secteur où on peut être recruteur de collaborateurs avec un niveau BTS. Donc, c'est le premier degré, hein, des métiers diplômants, un peu dans le secteur du notariat. C'est le BTS, donc le BTS métier du notariat. Il y en a un sur le secteur au lycée public Marioz, hein, à Aix-les-Bains. Donc, un recrutement qui se fait juste après le bac, souvent de bac issus de bac gestion, hein, pour l'essentiel. Il y a quelques cursus généraux quand même, mais c'est plutôt orienté déjà sur des bacs spécialisés en économie-gestion. Donc des promotions, à peu près d'une quarantaine d'étudiants sur 2 ans. La première année, très peu d'alternance, hein. Il y a une entrée un peu dans les matières un peu théoriques, la base en régime matrimoniaux, succession, mais tout de suite un côté très pratique. Je vais faire rentrer quelqu'un en salle d'attente. Hop, voilà. Un côté très pratique, c'est que tout de suite, dès la première année, il y a des cours, si on peut dire, d'outils informatiques très utiles au secrétariat, la rédaction d'actes, la pratique des logiciels du métier, hein. Il y a 2 gros logiciels connus dans nos domaines, c'est les logiciels de Genapi et Solide Fiducial. Donc on rentre tout de suite dans, d'ailleurs il y a une matière qui s'appelle technique, hein, notariale, demande de pièces, des administratives, cadastre, fichiers immobiliers, tout ce qui est constitution des dossiers, demande de pièces d'usage, et le volet des formalités postérieures, et avec aussi une initiation sur la comptabilité notariale et ses spécificités. Voilà. T'as peut-être autre chose à faire. Ça va, je venais aux nouvelles. Allô? Alors, comment elle va? Ah bah ouais, j'imagine. Hein. Ah. Oui. Ah. Alors, donc, deuxième diplôme, en fait, c'est la licence de droit. Alors, il y a une licence droit professionnelle, hein, à finalité, c'est-à-dire 3 ans à l'université, 2 premières années, tronc commun, et certains choisissent une licence de ne pas continuer en licence générale qui ouvre droit après au master, mais préfèrent s'arrêter et envisager une formation en 3 ans.
avec la licence pro métier du notariat, pareil. Certains éléments, les meilleurs éléments du BTS sont acceptés en licence pro. Il y a un recrutement qui est assez ouvert, donc soit des gens issus des 2 premières années de droit universitaire du tronc commun, soit la promotion de licence pro. Je les ai actuellement en droit des collectivités locales et droit immobilier des collectivités locales. Ils viennent essentiellement de DUT, IUT, carrière juridique, BTS, certains BTS qui veulent quand même faire une année supplémentaire pour valider une licence pro, et quelques cursus de fac de droit des 2 premières années, tronc commun général. Voilà. Donc pareil, des matières régimes matrimoniaux, très diversifiées, hein, parce que on passe du régime matrimonial aux successions, au droit commercial, fonds de commerce, entreprise, droit des collectivités locales pour tout ce qui est acte avec les communes. On fait beaucoup d'actes avec les collectivités locales. Droit immobilier des collectivités locales, c'est l'un des cours que je fais. Et le volet aussi fonds de commerce, entreprise, oui, qui est assez présent. Et puis droit de la famille, immobilier, régime matrimoniaux, succession. Donc en 3 ans. Après, ceux qui souhaitent continuer ou qui sont souvent issus des cursus généraux, il y a le Master 1, avec une option qu'on peut prendre de notarial. Le Master 1 est un master de droit privé, mais en Master 1, les gens issus de licences générales, pour le souvent, il y a quelques licences pro qui demandent la passerelle, parce que le Master maintenant se fait par recrutement sur dossier. À l'entrée du Master 1, il y a une grosse sélection. Avant, la sélection se faisait sur le Master 2. Maintenant, elle se fait au niveau de l'entrée du Master 1. Et quand on a passé l'étape du Master 1, généralement, on suit en Master 2. C'est quasiment automatique si on a des notes correctes. Il n'y a plus de sélection. La grosse sélection se fait à l'entrée du Master 1. Et là, dans le Master, on choisit en droit les métiers que l'on souhaite un petit peu faire. Donc, il y a des options carrière judiciaire pour ceux qui veulent faire avocat ou magistrature, notariat pour notaire. Il y a différentes options, droit des affaires, etc. Selon les universités, le panel est plus ou moins large. Bon, maintenant, Chambéry commence à avoir un panel assez détaillé en Master 1. Et il y a un Master 1 notarial et après le Master 2 notarial qui donne droit après à faire le stage de notaire stagiaire en 2 ans. Un stage de 2 ans qui après est jalonné par 4 diplômes professionnels qu'on appelle le DSN, les 4 UV, c'est-à-dire unité de valeur du diplôme supérieur du notariat, qui donne le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire. Donc Master 2 et 2 années de stage, et pendant ce stage, il y a 4 UV professionnels à passer qui donnent droit à ce titre universitaire de diplôme supérieur du notariat qu'on peut faire valider en doctorat en parallèle, parce que c'est 2 ans après le Master 2, et certains le poursuivent un petit peu plus pour le valider en thèse de droit, mais le DSN avec les 4 UV de stage vous donne le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire, donc c'est la fonction, le diplôme le plus élevé qui donne tout de suite l'accès à la fonction, au diplôme de notaire automatiquement. Après, pour ceux qui sont collaborateurs, qui ont eu le Master 1 ou le DIMN dans l'Institut des métiers du notariat, là, il y a une possibilité, au bout de 10 ans d'exercice, de passer le diplôme de notaire en voie interne. Il y a encore cette possibilité qui est ouverte à quelqu'un qui commence comme collaborateur, qui, au bout de 10 ans, peut aussi enclencher le passage du diplôme de notaire. Voilà. Ah, il y a encore, je peux montrer. Voilà, donc plusieurs formations. Après la licence pro, il y a aussi au niveau du DIMN, alors là, c'est pas sur Chambéry, c'est à l'Université de Lyon 3, un diplôme spécifique en comptabilité notariale et formalité notariale, aussi qui est assez recherché, parce que là, il y a vraiment une demande dans les études. Autant des rédacteurs, des juristes, il y en a quand même beaucoup, il y a assez le choix encore dans le recrutement, donc ça recrute aussi encore beaucoup, hein, mais on a toujours un panel de candidats, autant en comptabilité et en formalité commerciale, formalité postérieure, c'est-à-dire tout ce qui est l'après-signature des dossiers. Là, il y a vraiment un recrutement qui est un petit peu en souffrance parce qu'on manque vraiment de candidats.
trouver une comptable en office notarial, c'est difficile. Donc il y a vraiment des créneaux là à prendre en formation avec des métiers qui sont relativement bien rémunérés parce qu'une bonne comptable notariale, elle est vite à 2500, 3000 euros net sur une étude. Donc c'est déjà finalement sur une formation en 3 ans, c'est déjà un salaire qui est déjà intéressant. Et relativement accessible parce qu'il y a un peu dans ces deux spécialisations-là, un peu un déficit de candidats alors qu'on a presque trop de monde, même en notaire, si on peut dire. Les diplômés notaires, c'est pas vraiment ce qui manque, mais c'est vrai que des spécialistes dans certaines fonctions des études, notamment en comptabilité, sachant qu'il y a des gens dans la voie de la comptabilité notariale qui viennent soit voilà, de BTS, licence pro, soit de filière comptable plus générale et qui font une spécialité après sur la comptabilité notariale. Voilà, je pense que, alors je ne sais pas si vous avez des questions, mais je crois qu'on fait les 3 présentations et les questions sont à la fin. Donc je vais laisser la parole à la représentante des avocats. Bonjour, alors je suis maître Dubois-Emeline, avocate au barreau d'Annecy. Effectivement, je représente la profession des avocats à Annecy et aussi de tous les avocats en France. Donc je vais vous parler aussi un peu de mon expérience, que je suis une personne qui vient d'Annecy. J'ai fait mes études aussi sur la région et je pense qu'il est intéressant pour vous aussi de connaître mon parcours. Peut-être que ça vous donnera aussi l'envie de faire la même chose. Donc effectivement, j'ai fait mes études ici sur Annecy. J'ai fait un baccalauréat scientifique au lycée Baudelaire, mais j'ai toujours voulu être avocate. Donc en fait, à l'issue de mon bac scientifique, je me suis inscrite à la faculté de droit de Chambéry pour faire mes études de droit. Et ensuite, j'ai réussi le concours d'entrée à l'école des avocats à Lyon. Et donc, j'ai intégré l'école des avocats à Lyon. À la suite de cela, lorsque j'ai réussi l'examen de sortie à l'école des avocats, j'ai prêté serment à la cour d'appel de Chambéry et me suis inscrite au barreau d'Annecy. Alors, je suis avocate indépendante et je conseille tant les particuliers que les professionnels, les entreprises également. Je leur apporte des solutions soit amiables, je peux aussi les conseiller dans leur montage juridique et dans les opérations qu'ils peuvent faire, mais également je leur apporte des solutions contentieuses lorsque le litige doit être tranché par un juge, par un tribunal, lorsque la décision amiable n'a pas abouti. Donc j'ai une activité diversifiée et axée d'une part sur le conseil des entreprises, parce que j'ai une formation en droit des affaires, j'ai toujours aimé les chiffres, mais également j'ai développé une activité sur le contentieux en matière civile et pénale. Donc mon activité est vraiment large et notre profession d'avocat nous permet de travailler dans différents domaines du droit. Donc on peut autant travailler en droit public qu'en droit privé, c'est-à-dire droit de la famille, droit de l'immobilier, propriété intellectuelle, droit commercial. Et donc nous travaillons avec de nombreux partenaires du droit et du chiffre, que ce soit le notaire dans le cadre par exemple d'un contrat, ou l'expert comptable dans le cadre du droit des sociétés, l'approbation des comptes par exemple, ou la cession d'un fonds de commerce, ou de cession de titres. Voilà, donc notre profession a un champ d'application, un champ d'un domaine du droit qui est vraiment très large. Donc pour être avocate, il y a une formation à suivre. D'abord, on s'inscrit à la faculté de droit. Donc ici, on peut s'inscrire à Chambéry, Lyon, Grenoble ou Annecy, puisqu'il s'est ouvert il y a quelques années un double diplôme, 3 langues, qui n'existait pas il y a quelques années. Donc une fois que vous êtes inscrit à la faculté de droit, vous avez d'abord 3 années de licence. Donc ces années de licence sont découpées en semestres. Et par semestre, vous avez des matières du droit que vous allez approfondir. Donc les premières années, la première année et la deuxième année sont des années de droit assez générales. Et on commence à faire des choix de droit public ou droit privé. Donc ce sont les options que l'on prend ou que l'on ne prend pas. Et en fait, on commence vraiment à préciser le domaine du droit que l'on préfère plutôt en maîtrise, donc en bac plus 4. Et pour atteindre le bac plus 4, il faut réussir les 3 premières années de licence et ensuite passer donc, cette fameuse sélection qui est actuellement donc,
en maîtrise et plus en master. Voilà. Vous verrez au fur et à mesure de vos années d'études de droit quels sont les domaines du droit que vous préférez. Donc une fois que vous avez votre maîtrise de droit, vous êtes sélectionné dans cette quatrième année d'études de droit, vous pouvez passer l'examen d'entrée à l'école des avocats. Une fois que vous avez cette maîtrise de droit, vous avez cette opportunité qui vous est offerte de tenter cet examen à l'entrée de l'école des avocats. Sans cette quatrième année, vous ne pouvez pas. C'est le passage, entre guillemets, obligé pour atteindre dans le circuit classique l'école des avocats. Néanmoins, si vous êtes docteur en droit, vous avez aussi l'opportunité de faire une passerelle et d'intégrer l'école des avocats plus tard. Mais c'est une autre manière de devenir avocat que d'être docteur en droit. Docteur en droit, c'est une personne qui va enseigner en fait le droit et qui, grâce à ses années d'expérience en tant que professeur de droit, pourra intégrer l'école des avocats. Donc c'est une possibilité aussi qui est un peu moins classique, puisqu'en règle générale, les avocats intègrent l'école des avocats après ces 4 années de droit. Donc une fois que vous avez intégré l'école des avocats parce que vous avez réussi l'examen d'entrée à l'école des avocats, l'école dure 1 an et demi. Donc il y a 6 mois d'école, 6 mois de stage en entreprise, en association, et ensuite 6 mois en stage en cabinet d'avocat. Et à l'issue de ces 3 périodes de 6 mois, vous avez un dernier examen qui s'appelle le certificat d'aptitude à la profession des avocats. Voilà, et après, donc, vous pouvez prêter serment, intégrer soit un cabinet d'avocats pour être le collaborateur d'un autre avocat qui a plus d'expérience que vous et vous donne du travail et vous travaillez sur ces dossiers, soit vous pouvez aussi vous installer directement lorsque vous avez quitté l'école des avocats. Ou encore, plus tard, vous pouvez aussi intégrer un cabinet d'avocats pour devenir associé, c'est-à-dire travailler en partenariat avec d'autres avocats pour la création du chiffre d'affaires et le développement de l'activité. Alors, il faut savoir que souvent, on fait 5 années de droit pour intégrer l'école des avocats. On ne se contente peut-être pas de cette maîtrise en droit, on va passer en fait le master de droit parce qu'on précise nos connaissances. Alors, comme l'expliquait la personne avant moi, le notaire, on peut, dans le cadre de ce master, vraiment commencer à se spécialiser. À Chambéry, par exemple, on peut faire des formations en alternance. Il y a le master droit des affaires, dommages corporels, droit public qui le permet. Pour ma part, moi j'ai fait le master en droit des affaires en alternance. Je crois que c'était la 3e promotion qui permettait en fait de faire cette alternance. Et à l'époque, il n'y avait pas encore le dommage corporel, où ça devait être les toutes premières années, et le droit public n'existait pas en alternance. Il existait en formation simple. Cette formation d'alternance permet d'acquérir une expérience en cabinet, en entreprise, en banque, en assurance, en plus des études de droit. Donc en fait, on met au fur et à mesure de l'apprentissage, on met en pratique des connaissances acquises dans le cadre de ce cursus universitaire. Je tiens à vous préciser également que dans le cadre de nos études de droit, nous pouvons faire des stages. Ce sont des stages qui sont volontaires. En maîtrise, il y a, je crois, un stage à l'heure actuelle qui est obligatoire. Mais je vous invite vraiment à faire des stages, même peut-être d'ores et déjà aujourd'hui, selon le niveau d'études où vous êtes, si l'école ou le lycée vous le permet, faites des stages pour découvrir ce qu'est le métier que vous envisagez. Parce que c'est au fur et à mesure des rencontres que vous allez faire que vous allez aussi préciser vos domaines d'activité, ce que vous avez vraiment envie de faire. Moi, étant plus jeune, j'ai voulu toujours être avocate. Mais forcément, quand on est jeune, on se dit on va défendre les femmes et les enfants, on va défendre les personnes, comme on fait à l'école, on va défendre notre pain. Et puis, au fur et à mesure des années, pour ma part, j'ai toujours aimé les sciences, les mathématiques. Et je me suis dit, tiens, il existe le domaine de l'entreprise que je ne connaissais pas par mon environnement familial. Et ce sont des rencontres qui m'ont permis de commencer à vraiment avoir ce domaine d'activité axé sur le conseil et le contentieux des entreprises. Puis au fur et à mesure de mes rencontres et de ce
ce que j'ai appris, je me suis plus diversifiée et puis également donc, de la matière pénale et de la matière civile. Je souhaite aussi vous préciser que même si vous ne réussissez pas vos différentes années d'études de droit, si vous ne réussissez pas votre examen à l'école des avocats, vous pourriez toutefois, grâce à vos expériences, par exemple vos 3 premières années d'expérience à la faculté de droit, avoir un poste de juriste. Alors éventuellement chez un notaire, chez un avocat, ou même maintenant chez les experts comptables, qui se sont ouverts aussi pour proposer en fait à leurs clients des solutions vraiment globales. Donc, en fait, une fois que vous avez un certain nombre d'années de travail, de contrat de travail en tant que juriste, vous pouvez passer ce qu'on appelle la passerelle pour devenir avocat. Donc vous n'intégrez pas l'école des avocats, mais par contre, grâce à vos 8 années d'expérience en qualité de juriste, vous pourrez devenir avocat et soit vous installer, soit intégrer un cabinet d'avocats. Voilà, j'espère avoir été la plus précise et la plus large possible pour vous faire part aussi de mon expérience. Je vous répète, encore une fois, profitez de cette expérience du forum pour solliciter les professionnels, les rencontrer et faire des stages. C'est vraiment très important. Voilà, je laisse la parole à l'expert comptable de Format. Bonjour. Alors, n'étant pas sur place, je ne sais pas si on me voit, mais j'imagine que oui. D'accord. Donc bonjour, je me présente, Céline Murat, je suis expert comptable et commissaire aux comptes. J'exerce à la fois sur la région d'Annecy et la région de la Vallée de l'Arve, parce que je suis associée dans un cabinet qui a plusieurs implantations géographiques. Pourquoi j'ai choisi d'être expert comptable? C'est la base. Comme l'avocate qui vient de me précéder, je sortais d'une filière scientifique, pas du tout orientée sur le droit, pas du tout orientée sur les chiffres. Et puis arrivée en terminale, je me suis posé la question de ce que j'allais faire. Finalement, je me suis dit, je suis quelqu'un d'assez logique, j'aime les chiffres. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas partir dans la filière comptable? Ce qui m'a intéressée, alors je vous définirai un petit peu ce qu'on peut faire comme diplôme, mais c'est que quand on part dans une filière comptable, on peut s'arrêter tous les 2 ans. Et tous les 2 ans, on a un niveau d'études suffisant pour intégrer soit un cabinet, soit une entreprise à des niveaux un peu différents, mais on a du travail. Et moi qui étais quelqu'un d'un peu sécuritaire, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas, ne sachant pas vraiment si ça allait me plaire, je me suis dit, bah, je vais faire 2 ans, j'ai fait un DUT, et je me suis dit, bah, à la fin de mon DUT, je verrai bien, si ça me plaît, je continue, si ça me plaît pas, bah, je m'arrête, que ça me suffit, je m'arrête là et je travaille, ou je me réorienterai autre part au niveau de ma carrière, mon apprentissage universitaire. Donc finalement, pour être expert comptable, alors c'est le bout du bout, mais comme je vous dis, il y a plein de niveaux d'études qui vous permettent en fait d'être soit assistant comptable, soit cadre comptable. Finalement, quand on dit d'une personne qu'elle est comptable, ça mélange de la personne qui sort d'un bac. Hein, on prend des bacs, on a des bacs en gestion qui rentrent directement dans le milieu professionnel qui sont comptables. Et on a aussi des gens qui ont des bacs plus 5 en comptabilité et qui sont cadres comptables et qu'on met sous la ailette du terme comptable. Mais finalement, on a des niveaux de responsabilité qui n'ont rien à voir, des niveaux de rémunération, bien évidemment, qui n'ont rien à voir. Donc, habituellement, comment ça fonctionne? Donc, on sort d'un bac donc technique, professionnel ou général pour intégrer la filière soit du BTS en comptabilité, le BTS CGO, soit d'un DUT, alors essentiellement GEA. Donc, et après, il y a également la formation puriste qui est la formation du DCG. Donc finalement, on rentre par 3 portes dans la filière comptable. Ces 3 diplômes sont totalement reconnus, que ce soit par les professionnels de la comptabilité, à savoir les experts comptables, ou par les entreprises, parce qu'il y a énormément de comptables, bien évidemment, qui travaillent en entreprise en interne. Derrière cette filière-là, donc les gens qui ont l'envie de continuer, les compétences aussi pour le faire, intègrent la formation du DSCG. Donc DCG voulant dire diplôme en comptabilité, DSCG voulant dire diplôme supérieur en comptabilité. Donc quand on arrive à la fin du BTS ou du DUT ou d'une licence professionnelle, on est sur un bac plus 3 avec un niveau DCG. Et après, on entame un bac plus 5 qui est le niveau DSCG. Toutes ces formations, donc de la première année de BTS jusqu'à la dernière année de DSCG jusqu'au bac plus 5, peuvent se faire en alternance. Personnellement, au niveau du cabinet, moi j'ai aujourd'hui plusieurs alternants que j'accompagne pour certains depuis leur première année de BTS. Ça fait 4 années qu'ils sont avec moi en apprentissage parce qu'ils sont en train de finir leur DCG.
C'est des formations, quand on commence en alternance, sur la fin d'un bac, forcément sur du petit niveau. Donc, on va faire des tâches administratives classiques, on va commencer à regarder comment fonctionne un dossier comptable. Et bien évidemment, moi, aujourd'hui, des gens qui sont en 4e année d'apprentissage, à savoir que personnellement, j'intègre, après, je garde les gens comme salariés à la suite de leur apprentissage. C'est bien le but, c'est de les former et après de les garder. Ces gens-là, ils sortent des bilans, ils sont en relation permanente avec les clients. Et pourtant, c'est des gens très jeunes parce que certains n'ont que 22 ans, voire 21 ans. Les apprentis que je prends n'ont que 19 ans. Et ils sont déjà, au bout de 3-4 mois, face aux clients, en train d'échanger avec les clients. Derrière, donc quand on passe le DSCG, où il y a également des équivalences avec tout ce qui est master CCA, donc master comptabilité, contrôle, audit, ou les écoles de commerce, on peut derrière passer ce qu'on appelle donc le DSCG. Le DSCG, c'est le diplôme final des études universitaires en comptabilité. Ce diplôme-là vous permet soit de travailler, soit d'intégrer ce qu'on appelle le stage d'expertise comptable. Alors, on dit stage, et il y a beaucoup de gens qui sont un peu étonnés de ce propos-là, parce que finalement, on a beau être stagiaire expert comptable, on travaille à temps plein dans un cabinet avec une rémunération qui est conséquente, parce que c'est la rémunération d'un cadre en comptabilité, mais on a la casquette du stagiaire. Alors forcément, certains clients, des moments, sont un peu étonnés en disant « mais vous êtes stagiaire ?» Non, ce n'est pas vraiment stagiaire. En fait, les 3 dernières années de la formation d'expert comptable, qui sont le stage d'expertise comptable, c'est un peu comme l'internat en médecine. Finalement, on travaille à 100%, on est intégré dans un cabinet, salarié en CDI dans un cabinet, mais par contre, on a ce statut-là de stagiaire. Derrière tout ça, donc, il faut savoir que je vous rappelle que toutes les années de formation peuvent se faire en apprentissage ou en alternance, mais surtout que toutes les années de formation, de la formation comptable, il y a des stages obligatoires qui vous sont imposés, qui peuvent être de 2 semaines jusqu'à 12 semaines dans l'année, pour vous permettre d'être intégré à l'entreprise et intégré dans le monde du travail dès les premières années de votre formation. Le métier d'expert comptable, c'est quoi? Alors, en effet, c'est un métier qui est orienté sur les chiffres, mais pas que. On intervient, on est vraiment le confident du chef d'entreprise. Il y a une très, très grosse part d'affect et de relations très proches de nos clients, parce qu'un client qui a des problèmes financiers, la première personne qui va venir voir, c'est son expert comptable. Il va venir nous voir, nous expliquer ses problèmes financiers. Là, on est en pleine période de crise sanitaire, vous le savez bien, mais bien évidemment, il y a des conséquences économiques pour nos clients. Donc, bien évidemment, on est en relation permanente avec eux. On passe beaucoup de temps à les conseiller et les accompagner. Donc, oui, on fait leur TVA. Oui, on va faire leurs impôts, bien évidemment. Ça, c'est la base du métier, mais vraiment pas que. On va dire que quelqu'un qui reste sur un niveau de comptable va être beaucoup plus dans l'opérationnel, de faire des TVA mensuellement. Par contre, l'expert comptable, son rôle, c'est d'être présent auprès de ses clients, l'accompagner, le conseiller. Moi, personnellement, mes clients ne me payent pas à faire leur TVA. Ils payent le cabinet pour que je puisse sous-traiter la TVA à mes collaborateurs. Mais par contre, moi, personnellement, je suis vraiment dans le conseil permanent auprès d'eux. On travaille sur des montages économiques, on travaille sur plein de choses très, très variées. Ça peut être de la création à l'accompagnateur d'entreprise. Moi, aujourd'hui, j'ai des accompagnateurs d'entreprise qui sont en train de créer. J'ai des jeunes de 19 ans aujourd'hui qui créent des entreprises et que j'accompagne dans la création parce qu'ils ont un projet professionnel très, très jeune. Et bien sûr, j'ai des moins jeunes d'une 50aine d'années. Donc là, on va dire que c'est différent. Donc, c'est un programme très complet. L'informatique devient omniprésente dans nos métiers. Faut savoir où historiquement on était sur des cahiers, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on travaille sur des systèmes informatiques très complexes. Donc, ça demande une certaine dextérité à ce niveau-là. On est tout en double ou triple écran sur les cabinets. On dématérialise énormément. C'est une révolution. Le cabinet comptable, donc parce que moi je suis en cabinet comptable, donc je vais vous expliquer que ce que je connais, est en train vraiment de vivre une révolution sur la partie technologique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut intégrer dès les premières années de votre formation. Après, on fait bien évidemment, dans le cadre de la formation, de la comptabilité, du contrôle de gestion. On fait énormément de droit. C'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc, beaucoup de droit des affaires, de droit social, pour justement avoir une vision d'ensemble qui permet finalement, quand un client vient nous voir, de commencer à le conseiller et après de l'orienter. Finalement, l'expert comptable, c'est un peu comme le médecin généraliste. Les clients viennent évidemment beaucoup plus nous voir parce qu'on est plus en relation avec eux
que les autres professions du droit. Par contre, derrière, à nous de connaître nos propres limites et après de leur dire, attendez ça, on arrive à des niveaux trop techniques en droit des affaires, je vous conseille d'aller voir un avocat. Mais de base, il nous faut quand même une solide formation en droit pour accessoirement ne pas faire n'importe quoi à nos clients. C'est vraiment un métier qui demande un gros travail d'équipe parce que, comme je vous le dis aujourd'hui, il y a très peu de mes confrères qui travaillent seuls. Moi, personnellement, je suis associée, donc ça veut dire que je travaille avec d'autres experts comptables. Mais j'ai également une équipe. Aujourd'hui, quotidiennement, je suis avec 15 personnes au cabinet. On se concerte, on travaille sur les problématiques de nos clients, on travaille en équipe. Oui, il y en a qui intègrent les données, il y en a qui sortent des bilans, il y en a qui conseillent et après, on fait des échanges entre nous. On a une très grosse liberté d'organisation parce que finalement, on a des dates butoirs, mais les collaborateurs sont totalement libres de s'organiser comme ils le souhaitent. Moi, les collaborateurs sont en charge d'un portefeuille, ce qu'on appelle un portefeuille, donc de clients. Ils ont 30 clients, 50 clients à s'occuper, mais après, ils se débrouillent et ils le font comme ils l'entendent. Je ne suis pas derrière eux à leur dire « il faut que tu fasses ça, ça, ça ». Non, ça, c'est stop, c'est plus du tout dans l'air du temps de l'expertise comptable. On est en très, très grosse relation client. Moi, il y a des clients que je vois que 2 fois par an. Par contre, mon équipe, eux, les voit mensuellement, quasiment tous. Donc, ils sont en permanence en interaction avec leurs clients. En termes de rémunération, il faut savoir qu'aujourd'hui, la comptabilité est en recherche active de tête. Parce que finalement, les métiers de la comptabilité sont des métiers qui ne connaissent pas la crise. Donc, vous pouvez, par curiosité, regarder sur Internet. C'est des métiers où il y a des recrutements permanents sur toutes les zones géographiques de notre département, mais également du territoire national. En termes de rémunération, on avait, en tout cas moi, quand j'ai commencé, j'ai fait maintenant quelques années, on avait l'idée que les comptables étaient payés au lance-pierre. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, un comptable, on va dire, avec un niveau moyen en cabinet, avec 5 ans d'expérience, est facilement au-delà de 2 500, voire 3 000 € par mois, sans aucun problème. Parce que finalement, la pénurie fait la valeur de la personne. Donc, voilà à peu près la chose. Il faut savoir que le métier d'expertise comptable est un métier que je trouve personnellement passionnant, parce qu'il faut s'éloigner de l'idée selon lequel on est dans les chiffres, on voit personne, on a des protèges au niveau des coudes et on est sur nos petites calculettes. C'est plus du tout ça. On est en interaction, comme je vous dis, permanente avec nos clients. Et on va chez les clients et on les conseille en permanence. Voilà à peu près la présentation de mon métier. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. Il n'y a pas de question qui apparaît sur le fil des discussions. Est-ce que sinon, vous voulez prendre le au niveau des horaires, à qui la question elle est donnée? Elle est pour les experts comptables, les notaires ou les avocats? Sinon, on peut répondre chacun à notre tour, en sachant que le notaire a dû nous quitter, il a eu un impératif, un rendez-vous. Pour vous tous. Je peux prendre à ce moment-là la parole en premier. Au niveau des horaires, pour ma part, on ne compte pas notre temps. Surtout quand on est jeune avocat, souvent on s'inscrit sur les permanences. Donc on est en fait un avocat d'urgence, comme il existe des médecins d'urgence. Et donc nous intervenons en gendarmerie, au commissariat ou au tribunal. Donc on peut avoir des grandes amplitudes horaires. Par contre, au niveau donc, des horaires, comme on est indépendant, si on n'est pas avocat collaborateur d'un avocat plus ancien, on peut vraiment s'organiser comme on souhaite. Donc, au niveau des horaires, pour ma part, je peux vous dire que je... Allô? Est-ce que vous me voyez toujours? Est-ce que Manon Robert peut me dire si c'est la connexion Oui. Oui. Ah, super. Très bien. Donc, je vais vous répondre. Du coup, on a été coupé par rapport à l'avocate. Je redis quelque chose de très clair. Alors, Monsieur Brasier, j'ai pas eu de mail ni de. Alors,
Ouais. Ah, sur le paquet d'observation? Ah, bah alors, par contre, j'ai pas vu. Oui, oui, bah vous lui fixez téléphonique, il veut? Excusez, allô, 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 madame. Excusez-moi, mais on 9h30, vous bah, je peux le prendre entend. maintenant. Je Ouais, sais ouais, pas. je peux le prendre maintenant, ça sera fait. Ouais, merci. Je sais pas qui est cette Oui, allô? dame qu'on entend. Oui, monsieur Brasier, bonjour, Delphine Automne. Oui, mais on Bonjour, vous vous allez bien? entend. Oui, ça va, je vous remercie. Alors, vous vouliez qu'on fasse le point sur autre chose? Du coup, c'est assez désagréable. Je ne suis Oui. pas animatrice. Est-ce que vous m'entendez au moins, en tout cas, pour les lycées? Vous me dites que vous me voyez, mais est-ce que vous m'entendez? Oui, ok. Alors, Donc, je vais essayer de parler en plus de la dame, mais ça va être très compliqué. J'aimerais lui couper le son, mais je ne peux pas. avec la maman? Donc, nous sommes une profession libérale. Qui dit libéral dit liberté. Donc, ça veut dire qu'on peut être à temps plein, on peut être à 80 heures par semaine, on peut aussi être à 35 heures par semaine. Moi, j'ai des consoeurs aujourd'hui. Je suis une femme, j'ai 2 enfants dont je m'occupe depuis qu'ils sont tout petits. On peut s'organiser comme on veut. Bien évidemment, ça demande une certaine souplesse dans notre façon de travailler. Mais moi, j'ai des consoeurs aujourd'hui qui travaillent à temps plein sans aucun problème. Pardon, qui travaillent à temps partiel sans aucun problème, excusez-moi. J'ai des gens qui ne travaillent pas le mercredi. Donc ça, c'est pour la partie expert comptable. Au niveau de nos collaborateurs, alors il faut se passer de l'idée que les collaborateurs dans les cabinets comptables, ça travaille 70 heures par semaine. Ça, c'est fini. Ça n'existe plus, c'est un mythe. On a une période fiscale, en effet, qui est un peu chargée, ça c'est sûr. Mais par contre, on a beaucoup de mamans. Moi, personnellement, j'ai beaucoup de mamans dans mon équipe qui ne travaillent pas les mercredis ou qui sont en télétravail les mercredis et qui partent le soir à 5 heures, qui rentrent s'occuper de leurs enfants et de leur mari. Donc, je pense qu'au niveau des horaires, on n'est plus dans le schéma historique qu'on avait pu vivre à l'époque. Donc, je sais que pour les notaires, pour en connaître beaucoup, parce que j'en ai comme clients, c'est exactement la même chose. Moi, j'ai des notaires aujourd'hui qui ne travaillent pas le mercredi, qui ne travaillent pas le jeudi. Après, on s'organise comme on le souhaite. Bien évidemment, de fait, on a un peu moins de clients et on organise nos revenus en conséquence, tout simplement. Mais la liberté, elle est totalement là. Est-ce que cela répond à votre question? Super. Mais sortez-vous de l'idée que quand on est profession libérale, on fait des horaires de fou. Je ne vous cacherai pas qu'au début, on s'investit dans sa carrière, comme l'expliquait l'avocate, et que quand on se lance, oui, on peut être et encore que moi, je vous assure que j'ai des gens qui sont restés à 80% toute leur carrière, et quand bien même, moi j'ai des amis encore aujourd'hui qui ont des enfants en bas âge et qui sont experts comptables, et qui sont rentrés tous les jours à 6h, 5h chez elles et qui ne travaillent pas le mercredi, hein. On n'a pas de nombre d'heures obligatoires, pas du tout. On est complètement indépendant. Si je veux travailler 2 jours par semaine, je travaille 2 jours par semaine. Après, il y a 2 choses, c'est soit on est indépendant et libéral, soit après on devient salarié d'un cabinet. Quand on est salarié d'un cabinet, bien évidemment, là, on s'oblige, de par le contrat de travail qui nous lie avec l'entreprise qui nous emploie, à être à 35 heures, à être à 39 heures, à être à 28 heures. Mais ça, c'est dans le cadre de la négociation de départ. Mais comme je vous dis, moi, j'ai beaucoup de gens dans mon équipe qui sont à temps partiel. Et moi-même, dans mes associés, on n'est pas tous sur le même rythme d'heures entre nous, quoi. Je me permettais juste d'expliquer la partie expertise comptable vu qu'on vous avait perdu. Je vois que l'avocate nous a rejoint, je ne sais pas si vous la voyez. Donc, il n'y a pas d'heure obligatoire pour la partie, pour être inscrit à l'ordre des experts comptables, on n'a pas d'heure obligatoire. Il y a des gens qui sont même retraités, qui ne travaillent plus, qui sont inscrits comme experts comptables aujourd'hui au niveau de l'ordre régional Auvergne-Rhône-Alpes, alors même qu'ils doivent faire sur toute une année 100 heures de compta, quoi. Est-ce que cela répond à votre question? Quelle est la qualité principale à avoir pour vos 3 domaines? Alors, je vais me permettre de répondre au niveau de l'expertise comptable. Je dirais qu'il faut avoir une rigueur quand même dans la façon de travailler.
Une certaine autonomie, savoir travailler en autonomie. Et avoir une certaine prise de décision. Ça veut dire que quel que soit le niveau du collaborateur en cabinet, hein, que ce soit de l'assistant à l'expert comptable, il faut que les gens soient relativement autonomes dans la prise de décision qu'ils vont faire par rapport à un client, être rigoureux. Et puis de toute façon, faut être passionné, quoi. Dans tous nos métiers, faut être et dans le métier que vous choisirez, il faut avoir un peu de passion, quoi. Alors, vous rencontrez des problèmes, des difficultés de connexion. Ça va mieux là? Est-ce que vous avez... Oui, ça s'est revenu à Vous l'instant. m'entendez? Ouais, ça y est, on vous entend, ouais. Non? Si. Ah, D'accord, si, ok, ça y est, merci. ça revient. Ah, super. Est-ce que vous voulez répondre aux questions, madame? Est-ce que vous en... Alors, je peux pas répondre par contre pour les notaires et les avocats. Est-ce que les lycées voient... Ouais, moi non plus, je les entends plus. Je les entends plus du tout. Alors, je peux pas vraiment répondre pour eux. Pouvez-vous nous donner les questions? Alors, on n'entend pas du tout les métiers du droit. Pas. Ah, ça y est. Est-ce que les lycées m'entendent en tout cas? Super. Est-ce que la réponse que je vous ai donnée pour la partie expert... Alors, il faut savoir que pour la partie notariale et la partie des avocats, globalement, les attentes sont les mêmes. Il faut aimer les clients, il faut aimer les gens, il faut être relativement rigoureux et être passionné pour avoir plaisir à faire son métier et conseiller le mieux possible nos clients. Alors, passionné, c'est un grand mot pour l'expertise comptable, hein, rassurez-vous. J'ai d'autres passions dans la vie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je pense que on va avoir du mal à récupérer les métiers du droit là. Vous nous entendez? On vous entend très mal, mais on vous entend un peu. C'est très étonnant. Par rapport à la présentation qu'on vous a faite, moi personnellement, je suis la représentante départementale de l'Ordre des experts comptables sur le territoire. Donc, je vais juste me permettre de vous redire que si vous avez des questions par rapport à notre métier, il ne faut pas hésiter à aller donc au CIO, parce que moi, c'est eux qui m'ont orienté là-dedans. Attendez, je réponds juste. Au CIO, contactez l'ordre. Je me ferai un plaisir si certains d'entre vous avaient des questions complémentaires à vous répondre par une conversation téléphonique ou quoi que ce soit pour vous accompagner dans votre choix et vous orienter correctement. Est-ce qu'il y a des inconvénients dans le métier de l'expertise comptable? Personnellement, j'en vois pas tant que ça. C'est un métier à responsabilité, bien évidemment. Ça veut dire qu'on engage notre responsabilité lorsqu'on est expert comptable. Ça y est, je crois qu'on vous réentend, les métiers du droit. Ça y est, c'est flou. C'est plus... La maison des entreprises est peut-être trop loin. Donc, j'expliquais les inconvénients du métier, le fait que c'est un métier avec responsabilité. Donc, bien évidemment, faut être conscient de ça. Hein. C'est pas des métiers où
où voilà, il y a un peu d'enjeu, il y a un peu on s'occupe de gens, il y a de l'humain derrière. Donc, quand on doit être face à des sociétés qui sont en difficulté, qu'il faut licencier des gens, c'est pas forcément toujours évident, ça c'est sûr. Mais globalement, comme je vous expliquais tout à l'heure vis-à-vis des horaires, c'est un métier qui nous laisse une grande liberté d'organisation. On travaille finalement quand on veut. On veut travailler qu'avec des entreprises, on travaille qu'avec des entreprises. On veut travailler qu'avec des petits artisans, on travaille qu'avec des petits artisans. Enfin, finalement, on a une grande liberté dans la façon qu'on a de s'organiser. Alors, est-ce que vous voulez pas répondre aux deux questions par rapport aux horaires, Il y avait les horaires, il y avait la principale qualité et il y avait les inconvénients de votre métier. D'accord. Donc nous, on n'a pas accès aux questions. Oui, c'est pour ça que je vous le dis. Donc au niveau des horaires, on peut avoir des grandes amplitudes horaires. Après, comme on est une profession libérale, on peut s'organiser vraiment comme on le souhaite, mais néanmoins, nos clients sont soit des particuliers, soit des professionnels. Et donc, on doit aussi s'adapter à leurs propres contraintes pour pouvoir répondre présent à leur côté. Parce qu'on est une personne de confiance et on doit être aussi disponible pour les recevoir à notre cabinet. Également, les juridictions ont des contraintes et on doit s'y plier au niveau de la justice qui peut être très longue à rendre des décisions, mais quand on a une audience, il faut être présent. Donc au niveau des horaires, on a cette liberté de s'organiser, mais néanmoins on a les contraintes des clients, des entreprises comme des particuliers, mais également des juridictions, des expertises que nous pourrions faire. Voilà. Est-ce que la connexion fonctionne toujours? Oui, pas de souci. Ok, je vous remercie. Ensuite, concernant les avantages et les inconvénients du métier. Donc les avantages, c'est cette liberté d'être indépendant, de pouvoir s'organiser comme nous le souhaitons, d'avoir cette opportunité de travailler plusieurs domaines du droit en fonction de l'avancée de notre carrière, de nos expériences, de nos rencontres. Je trouve que c'est un avantage qui est loin d'être négligeable. Et vous pouvez aussi intégrer la profession, quel que soit votre âge, comme la quitter dans l'autre sens. On a cette liberté que je trouve est un grand avantage. Également, ce qui est appréciable dans notre profession, c'est de pouvoir être en contact avec différentes personnes, différentes personnalités. Mais l'inconvénient, donc, ça veut dire qu'il faut aimer être en contact avec les personnes. En tant qu'avocat, on ne reste pas derrière un ordinateur toute notre journée. On fait aussi ce métier pour le contact, pour rendre humain les procédures, le droit, qui peut paraître vraiment quelque chose de très complexe pour les personnes que l'on reçoit. L'inconvénient également, c'est que nous sommes... Alors, vous pouvez être salarié en tant qu'avocat d'un avocat qui a déjà sa clientèle et qui vous sous-traite. Donc, vous avez une rémunération à ce moment-là d'avocat salarié qui est fixe au titre d'un contrat de travail. Mais lorsqu'on est avocat indépendant, on facture de nous-mêmes nos clients. Donc il y a aussi cette gestion de la facturation et de ce chiffre d'affaires. On peut après, à terme, si notre activité le permet, recruter des collaborateurs, donc soit d'autres avocats, soit des secrétaires, soit des juristes, des personnes en comptabilité. Vous pouvez également intégrer un cabinet d'avocats où il existe déjà toutes ces personnes-là qui vont vous rendre votre service. Mais lorsque vous êtes avocat indépendant seul, il faut savoir que vous ne faites pas que du droit et pas que seulement des actes, de la rédaction d'actes, que des rendez-vous clients. Vous faites aussi des factures si vous ne sous-traitez pas à un comptable ou un expert comptable. Voilà. Concernant les autres inconvénients qu'on peut rencontrer dans notre métier, c'est que on a une... Enfin, c'est pas un inconvénient, mais il faut en avoir bien conscience qu'on a une responsabilité à l'égard de nos clients. Je pense que ce soit par exemple en matière pénale, d'être extrêmement vigilant sur les procédures, sur le contenu du dossier. Et également, je pense aussi au divorce, à la validité de nos actes, ou même par exemple à une cession de fonds, cession de titres dans le cadre d'une entreprise. On engage notre responsabilité, on dépend d'un ordre, on a notre responsabilité professionnelle. Si nous faisons des erreurs, c'est notre responsabilité qui est engagée. Donc ce n'est pas vraiment un inconvénient, mais néanmoins, il faut être bien conscient du travail que l'on fait. On a une forte responsabilité dans le cadre de notre métier. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour des inconvénients que je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à... Je vois pas de questions arriver, personnellement.
Je pensais également à quelque chose auquel il était essentiel pour faire ses études de droit ou d'avocat, ou même peut-être votre travail, Madame Murat, c'est être persévérant, parce que ces années d'études sont parfois très longues et on n'en voit pas forcément le bout, surtout quand on est au niveau du collège ou du baccalauréat. Mais néanmoins, une année après l'autre, des partiels les uns après les autres, et on voit le bout du tunnel par tester ces expériences. Voilà. Ouais, c'est un peu ce que j'expliquais par rapport à notre formation d'expert comptable. Et moi, ce qui m'a poussée là-dedans, hein, je le redis, à la base, je me destinais mais pas du tout à ce métier. Hein, c'est qu'en fait, finalement, quand je me suis lancée dedans, pour être totalement transparent, au début, je voulais être vétérinaire. Donc, autant vous dire, rien à voir. Seulement que finalement, on m'a dit vétérinaire, c'est 8 années d'études, en gros, c'est ferme. Alors, je me suis dit, j'avais 17 ans, je me suis dit, putain, 8 années d'études, il va falloir s'accrocher parce que 8 années d'études, ça paraît hyper long. Et j'en ai conscience, et je pense pour toutes les personnes qui nous écoutent, c'est le cas. Par contre, au final, expert comptable, c'est 8 années d'études aussi, finalement. Mais quand je me suis lancée dedans, ce qui m'a un peu rassurée, c'est de me dire, finalement, tous les 2 ans, j'aurai un diplômant, entre guillemets, reconnu sur un territoire, enfin, par les professionnels du métier, quel qu'il soit. Et finalement, si ça me plaît, je continue. Ça me plaît pas, je m'arrête, comme je vous disais au début. Et c'est vraiment ça qui m'a fait choisir, pour moi, personnellement, le métier d'expertise comptable. Après, comme le disait l'autre intervenante, je suis désolée, j'ai mangé votre nom. C'est Dubois. Merci. Madame Dubois, c'est qu'en fait, c'est quand même des métiers qui, au final, de par la relation humaine qu'on crée avec nos clients, devient passionnant. Et même si au début, on a quand même une image, et je le sais, hein, parce que moi, j'ai été diplômée, je me suis installée, j'avais 27 ans. Quand je suis arrivée dans des soirées avec des copains et qu'on me disait tu fais quoi, et je disais que je suis expert comptable et commissaire aux comptes, les gens ils me disaient mais ma pauvre quoi. En fait, ils avaient vraiment l'image de l'expert comptable comme on l'avait il y a 30 ans. Et aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Franchement, on est dans une profession qui est hyper dynamique, qui avance, qui est en relation avec les clients. On est vraiment dans une. Alors après, on exerce le métier comme on veut. Hein. Si on a envie de rester dans sa grotte, enfermé, et voir aucun client de la journée et envoyer des mails, on peut le faire. Hein. Et en tout cas, on exerce vraiment comme on a envie. C'est ça la liberté d'expert comptable. Et c'est ça la liberté d'une profession libérale et de toutes les professions du droit. Moi qui suis en relation permanente avec des avocats, avec des notaires, comme je vous disais, j'ai même des notaires comme clients. C'est des gens, oui, j'en ai qui restent entre guillemets dans leur grotte. Et puis, il y en a qui sont en permanence chez leurs clients, et chez les avocats, c'est exactement pareil. On a une grande liberté d'organisation dans son travail. Est-ce que vous avez de nouvelles questions par rapport au métier du droit? Donc, comme on vous a dit, n'hésitez pas à revenir vers les institutions ordinales qui sont les nôtres, donc l'ordre des avocats, l'ordre des experts comptables. Donc, je vous disais, personnellement, je suis la représentante du département, donc s'il faut que je me déplace ou si certains étudiants ont des questions complémentaires, n'hésitez pas à contacter l'ordre. Derrière, me relaiera directement votre demande et je prendrai contact avec les personnes concernées. Également, pour ma part, vous pouvez me contacter directement. L'ordre des avocats, donc la personne qui nous représente, c'est Madame le bâtonnier, maître Patricia Lyonaz. Mais vous pouvez me contacter directement pour que je puisse répondre à vos questions. J'accepte tout à fait d'intervenir au niveau des classes. Donc, je vous invite à noter donc, mes coordonnées. Je suis maître Dubois-Emeline. Je suis à Annecy et mon adresse mail, je peux vous la donner également. Je peux donner à ce moment-là. Donc, mon adresse mail, c'est Emeline, E-M-E-L-I-N-E, .Dubois, D-U-B-O-I-S, arrobase, E comme entreprise, D comme droit, C comme commerce, le tiret du milieu, tiret du 6, avocat au singulier.fr. Du coup, je vais également vous laisser mon mail, ce sera plus facile, vous avez raison. Donc, moi, mon nom, c'est Céline Murat. Donc, l'adresse mail, c'est Céline, comme le prénom Céline, je pense que tout le monde peut écrire, .murat, donc M-U-R-A-T, arrobase, et le nom de mon cabinet, c'est Cofidest, donc ça s'écrit C-O-F comme François, I-D comme Daniel, E-S comme Sylvie, T comme Thibaut.com.
celine.murat@cofidest.com. N'hésitez pas à m'envoyer un mail, je me ferai un plaisir de répondre à tous les étudiants et lycéens qui souhaiteraient avoir plus d'informations pour que je les aiguille dans le métier. Merci beaucoup, vous aussi, de votre présence. Au revoir.